Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de continuer notre pratique de React et on va voir comment on peut réfléchir et morceler nos composants lorsque l'on travaille avec React. Donc encore une fois, on va prendre un exemple qui est issu de la documentation, c'est cet exemple-là. Donc le principe est très simple, on va avoir une liste de produits qui proviennent d'une API, donc ici on créera simplement une constante qui contiendra ce JSON, et notre idée c'est de présenter cette liste de cette manière-là. On aura en plus tout en haut un petit formulaire qui permettra de filtrer les produits en se basant sur le nom, et qui permettra d'afficher que les produits qui sont en stock. Lorsqu'un produit n'est pas en stock, il apparaîtra en rouge. Donc lorsque l'on a ce genre d'exercice à faire, il faut tout de suite réfléchir à comment on va décomposer et quels composants on va utiliser au niveau de notre application. Donc je vais descendre un petit peu, et on a ici un petit schéma. Donc si on réfléchit, on a deux composants principaux dans cette interface. On a un premier composant qui va être en fait le formulaire de recherche. Donc c'est le formulaire qui va permettre de filtrer et qui va permettre de n'afficher que les produits en stock. En dessous, on aura la liste des produits. Pour cette liste des produits, on aura deux composants, un composant qui permettra d'afficher les catégories et un composant qui permettra d'afficher individuellement chacun des produits. Donc là, on a décomposé et on sait quel composant on va utiliser. Maintenant, la dernière étape qu'il nous faut faire, c'est comment on va gérer l'état. Est-ce que certains composants vont avoir un état interne et est-ce que certains composants vont recevoir des propriétés? Donc la première idée, c'est de se dire, de manière générale, quel est l'état dont on a besoin. On a besoin d'un état principal qui sera tout simplement la liste des produits. Et le composant qui va être responsable d'obtenir cette liste, c'est le composant principal. Au niveau du composant formulaire, finalement, lui, il n'a pas besoin de connaître grand-chose. On a simplement besoin de savoir quand est-ce qu'on va changer le filtre de recherche et quand est-ce que l'on va changer la petite case. Donc ce composant-là, pour moi, il n'est pas nécessaire qu'il ait un état particulier, il recevra simplement des propriétés. Et il fera remonter le filtre et l'état de coche de cette checkbox au composant parent. Ensuite, pour le composant vert, lui, pareil, il n'a pas besoin d'un état particulier, on va lui passer des propriétés, on lui passera la liste des produits et les différents filtres à appliquer. Et automatiquement, il affichera les choses. Donc voilà pour ce principe-là. Alors maintenant, on va essayer de traduire un peu cette réflexion au niveau du code. Et vous avez un exemple avec les différents composants que l'on va devoir créer ici. Donc l'idée, si vous voulez pratiquer, c'est d'essayer de créer cette structure-là vous-même et ensuite on corrigera ensemble. De mon côté, je vais juste renommer ce fichier-là et on va l'appeler convertisseur, température, et on va créer un nouveau fichier pour repartir de zéro. Donc je vais créer un nouveau fichier app.js et à l'intérieur, je vais créer une constante que je vais appeler products avec tout en majuscule pour dire vraiment c'est une constante qui nous servira ici de test, mais plus tard on pourrait s'imaginer vraiment récupérer ça depuis une API et je vais lister les produits. Donc mon objectif, c'est de créer cette interface en utilisant les composants tels qu'ils sont affichés ici. Donc d'abord, on va réfléchir au composant principal, donc c'est le composant en orange qui va représenter tout notre petit système. Donc ce composant, il doit s'appeler filterable product table. Donc on est parti, on va créer un nouveau composant que l'on va appeler filterable product table. Alors je vais juste replier ça pour qu'on ait un petit peu plus de place et peut-être agrandir l'espace qui est disponible ici. Ce composant, il va donc étendre de React.component et à l'intérieur, je vais avoir une fonction render qui va permettre de rendre les choses. Ce composant-là, on s'imagine qu'il va recevoir en paramètre les produits à afficher. Donc il va avoir une propriété que l'on va appeler products. Donc je vais tout de suite utiliser la déstructuration pour récupérer cette valeur-là depuis vis.props. Et ensuite, à l'intérieur, je pourrai rendre mes choses. Donc pour l'instant, je vais simplement retourner une div, et à l'intérieur, je mettrai un json.stringify, et on va stringifier les produits. Maintenant que ce composant est créé, je vais pouvoir le rendre au niveau de mon application. Donc on va utiliser React DOM, on utilisera la fonction render, et on rendra notre composant filterable product table. Et on lui passera la liste des produits à partir de notre grosse constante que l'on a en haut. Là, j'auto-ferme ce composant-là, vu que je n'ai pas l'intention de mettre du contenu à l'intérieur. Et ensuite, on va le binder, on va monter ce composant-là sur l'élément qui a l'ID app. Donc c'est toujours la même chose, document.getElement by ID, et je sélectionne l'élément qui a l'ID app. Voilà, donc je vais sauvegarder, et je vais regarder au niveau de ma page si j'ai un résultat. Je vais aussi sortir ma console pour évaluer les éventuelles erreurs que je pourrais avoir. On va mettre cette console juste en bas. Donc pour l'instant, j'ai une petite erreur parce que j'ai oublié ici
de fermer la parenthèse. C'est ce qui m'était dit au niveau de Visual Studio Code. Donc j'ai bien ma liste de produits. Impeccable. Donc maintenant, on va s'intéresser à la partie du bas. Pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à la partie formulaire. On veut juste avoir quelque chose qui va être capable d'afficher la liste de nos produits. Donc ce composant-là, c'est le composant qui est en vert, il va s'appeler Product Table. Donc on réfléchit de quoi il va avoir besoin. Lui aussi, il va avoir besoin de la liste des produits. Et pour l'instant, il n'a besoin que de ça. Donc on est parti, je vais aller créer ma nouvelle classe. Alors, vous pouvez soit créer une classe, soit créer une fonction. Là, à vous de voir, vu que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'avoir un état, vous pouvez simplement avoir une fonction ici. Sachant que ça n'a pas vraiment d'importance pour le coup, et si vous êtes plus à l'aise avec les classes, vous pouvez continuer à utiliser les classes. Donc nous, on va créer une fonction que l'on va appeler Product Table. Cette fonction va prendre en paramètre les propriétés, et nous, on lui passera en paramètre les produits. Et tout de suite, je vais retourner cette liste-là. Pour cette liste, on ne va pas s'embêter, c'est finalement tout simplement un tableau. Donc on va créer un tableau. Si vous utilisez Bootstrap ou autre, vous pouvez rajouter des classes si vous le souhaitez. À l'intérieur, on va avoir une première ligne qui sera l'entête. Donc on utilisera un thead. Alors hop, thead. Et si vous voulez aider votre éditeur pour qu'il comprenne vraiment que vous êtes en JSX, vous pouvez cliquer sur le langage qui est en dessous ici. Et vous tapez React. Et vous mettez JavaScript React. Ça permet d'avoir une meilleure coloration et quand vous tapez des noms de balises, par exemple tr et tab, ça va faire ça. Donc c'est un petit peu plus pratique. Donc je vais mettre un tr, un th et je vais mettre le nom de mon produit. Et ensuite, juste en dessous, on va mettre le prix. Donc là, on a notre en-tête. Maintenant, je vais devoir créer un tbody et mettre mes différentes lignes. Alors le problème des lignes, c'est que je dois les générer dynamiquement. On a parfois des lignes qui sont d'ailleurs en bleu et parfois des lignes qui sont en rouge. Donc parfois des lignes qui représentent une catégorie et parfois des produits. Donc là, il va nous falloir un petit peu plus de logique. En attendant d'écrire cette logique, je vais maintenant pouvoir utiliser ce composant-là au niveau de mon composant principal ici. Donc on va utiliser directement le composant Product Table. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu bête d'avoir ce composant-là vu qu'il ne sert à rien, mais plus tard, on aura juste au-dessus la partie avec le formulaire. Et on lui passera les produits que l'on récupérera depuis les propriétés. Donc là, on fait descendre la liste des produits jusqu'à notre composant de tableau. Et on voit bien que l'on a le nom et le prix. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est construire les différentes lignes. Donc pour construire les différentes lignes, il va nous falloir deux composants. Un composant permettant de représenter une catégorie et un composant permettant de représenter une ligne de notre tableau. Donc on va créer ces deux composants-là. Donc là, pour l'instant, on va simplement créer des fonctions. Donc on aura une première fonction qui va s'appeler ProductRow, qui permettra de représenter une ligne de notre tableau. Alors au niveau du paramètre de ce composant-là, je me dis qu'une propriété qui contiendrait l'ensemble des informations serait intéressante. Donc à ce niveau-là, lui, il recevra en paramètre un produit. Et ce qu'il fera, c'est qu'il retournera donc une ligne de notre tableau. C'est un tr, avec à l'intérieur un premier td qui contiendra le nom du produit. Donc si on regarde la partie JSON ici, le nom du produit, ça serait product.name. Donc product.name. Et ensuite, on aurait une seconde ligne qui serait product.price pour afficher le prix. Donc l'autre composant que l'on va avoir besoin de créer, c'est le product category row. Donc ça permet de représenter une ligne qui correspondra à une catégorie. Donc je m'imagine de lui passer une propriété qui serait le nom de la catégorie, et ça ferait simplement un return, un petit tr, un td qui fusionnerait deux colonnes, donc là on aurait un call span de 2. Alors attention, dans le cadre de React, les attributs HTML ont une apparence qui est un petit peu différente. Donc en HTML, on écrirait call span, mais tout est en camel case en React. Donc dès que vous avez des attributs, on l'avait vu par exemple avec le onClick, c'est on en minuscule et click avec un C majuscule. Pour les call span et d'autres attributs qui sont composés de deux mots, c'est la même chose. Donc on écrit plutôt les choses comme ça. Et à l'intérieur, on aurait le nom de notre catégorie. Donc nous, on pourrait tout simplement mettre catégorie ici. Donc si on considère que ça c'est une en-tête, parce que c'est un peu plus gros que le reste, on va utiliser plutôt un th ici. Donc maintenant, on a nos deux composants permettant de représenter une ligne dans notre tableau, qui sera une ligne de produit ou une ligne de catégorie. Du coup, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est parcourir l'ensemble de nos produits,
et remplir un tableau qui contiendra nos différentes lignes. Donc on va faire une simple boucle et on va lui dire, bon ben si on rencontre une nouvelle catégorie, on commence par créer un product catégorie row, et ensuite, pour chaque ligne, on va créer un product row. Donc là, on va créer une constante que l'on va appeler rows. Et par défaut, ça sera un tableau vide. On va aussi créer une constante qui va s'appeler last category, qui permettra de connaître la dernière catégorie que l'on a rencontrée. Maintenant, on va pouvoir parcourir l'ensemble de nos produits. Donc là, on va faire un petit for each. Donc on fera products.forEach. Pour chaque produit, on prendra en paramètre le produit. Et ensuite, on fera notre traitement. Donc d'abord, on va vérifier est-ce que finalement notre catégorie est nouvelle. Donc là, on va lui dire if product.catégorie est différent de la dernière catégorie. Dans ce cas-là, je change la valeur de last catégorie pour mettre product.catégorie. Alors attention, moi j'avais déclaré que c'était une constante, ce n'est pas vrai, c'est en fait une simple variable. Ensuite, je vais pousser dans la liste des lignes là un nouvel élément de type product category row. Donc là, je ferai rows.push et je lui demande de pousser un nouvel élément qui s'appelle product category row et je lui passe le nom de la catégorie, comme ceci. Donc là, j'écris simplement du JSX. Pour chacun de mes produits, il faut que je pousse une nouvelle ligne de produit. Donc quoi qu'il arrive, je pourrais faire un rows.push et je vais envoyer un nouveau product row et je lui passerai le produit. Comme ceci. Donc là, je suis en train de créer un tableau qui contiendra la liste de mes différentes lignes sous forme de composants React. Maintenant que j'ai cette variable qui contient l'ensemble de mes lignes, je vais pouvoir l'utiliser dans mon tableau. Donc dans mon tBody, je vais lui dire ici, grâce à une expression, je veux que tu affiches les différentes lignes. Si je sauvegarde et que je re-regarde au niveau de ma page, je vais avoir ici une petite erreur. Il me dit que catégorie n'est pas définie. Effectivement, attention, là c'est product.category. Donc je sauvegarde et j'ai bien mon résultat. On voit Sporting Good ici avec la liste des éléments et ensuite Electronics avec la liste des éléments. Alors par contre, il faudrait que j'affiche en rouge la partie par exemple basketball parce que ce n'est pas en stock. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que pour la partie non, on va peut-être créer une variable. Et on lui dira d'entourer d'une span qui aura la classe textDanger pour mettre de la couleur rouge. Donc on va créer une constante que l'on va appeler name, et on lui dira que si le produit est en stock, dans ce cas-là, on renvoie simplement product.name. Dans le cas contraire, on utilisera une span, et sur cette span, on rajoutera une classe text-danger. Et à l'intérieur de cette span-là, on mettra product.name, le nom du produit. Donc on va aller juste à la ligne pour un petit peu plus de clarté, mais vraiment là, à vous de voir ce qui vous semble le plus intéressant. Maintenant, je peux à la place de la partie product.name ici, lui dire « J'aimerais bien que tu utilises le composant que j'ai défini au-dessus ». Et on voit bien que la partie basketball et iPhone 5 apparaît en rouge. Alors d'ailleurs, si vous n'utilisez pas de framework CSS, vous pouvez utiliser l'attribut style pour définir le style. Et vous pourriez mettre ici color de .red, et on s'imagine que ça fonctionnerait. Pourtant, le résultat n'est pas celui que l'on attend. En fait, pour la partie style, lorsque vous la précisez, il faut la préciser sous forme d'objet. C'est-à-dire qu'ici, vous allez lui dire, c'est un objet, et je vais lui donner color red. Et dans ce cas-là, ça fonctionne convenablement. En revanche, faites attention, la clé, ce n'est pas la propriété CSS, c'est-à-dire que si vous voulez faire un background color, ça ne sera pas comme ça, mais ça sera comme vous le feriez avec la définition des styles. Donc c'est toujours un camel case comme ceci. Bon, nous on va rester sur le cas simple, on a tout simplement l'utilisation d'un framework ici, donc on utilise text-danger. Et vous voyez que ça fonctionne convenablement. Alors le petit détail ici, c'est qu'on nous dit, attention, chaque enfant doit avoir une clé, et ça c'est important. Donc ça permet à React, lorsqu'il y a des changements, et par exemple lorsque l'on filtrera les données, de ne pas réécraser tout l'arbre, mais simplement de savoir quel élément il doit changer. Donc pour traquer ça, il a besoin de définir une clé sur chaque élément. Donc dès que vous lui passez, lors d'une expression, un tableau d'éléments, il faut que chaque élément dans ce tableau ait une clé, sinon vous allez toujours avoir ce petit warning ici.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour les produits, la clé, ça sera le nom du produit, vu qu'on n'a pas deux produits qui a le même nom. Et pour les catégories, je mettrai le nom de la catégorie, tout simplement. Donc là, on va rajouter une clé, et on dira que la clé, c'est product.category. Ou d'ailleurs, on peut utiliser last category, vu qu'on l'a créé juste avant. Comme ceci. Pour la partie product row, on lui dira que la clé, c'est le nom du produit. Donc product.name. Donc faites bien attention, il est important que cette clé soit unique, sinon vous allez avoir des problèmes. Mais on voit que dans notre cas ici, on n'a plus d'alerte. Notre liste de produits fonctionne convenablement. Donc là, on a fait ce premier composant. Maintenant, on avait l'autre composant qui était le petit formulaire tout en haut. Et on avait dit que ce composant-là allait s'appeler search bar. Donc on est parti, on va aller créer cette partie search bar. Vu qu'ici, on va avoir un petit peu plus de logique, je vais plutôt créer une classe. Donc je vais créer une classe search bar qui va étendre de react.component. À l'intérieur, je vais avoir ma fonction render qui va permettre de rendre mon formulaire. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de la partie logique, je vais juste faire en sorte que mon formulaire s'affiche convenablement. Donc je vais créer une div qui aura comme classe formGroup. Alors peut-être je vais entourer tout d'une div, qui me permettra peut-être de mettre un padding plus tard. À l'intérieur, je vais créer une div qui aura la classe form-group. Et à l'intérieur, je vais créer mon input qui aura la classe form-control. On mettra un placeholder qui correspondra à ce qui est émis dans l'exemple. Donc ici, ils ont mis search, nous on mettra rechercher. Donc placeholder égale rechercher. Et ensuite, on crée notre checkbox. Donc on va peut-être créer un nouveau formGroup ici. Et on lui donnera plutôt la classe formCheck. On mettra un input de type checkbox. Vous voyez, d'avoir mis l'autocomplétion en mode React JSX, ça nous simplifie quand même pas mal la tâche. Parce qu'on peut utiliser les raccourcis que l'on a l'habitude d'utiliser. Donc là, l'idée, ça sera stock. Et ensuite, je crée le label qui va être associé. Donc il aura la classe form-check-label. Et on lui donnera au niveau de l'HTML4 que c'est le label pour la partie stock. Et on mettra produit en stock seulement. Voilà. Donc maintenant, ce composant, je vais pouvoir l'utiliser au niveau de mon composant principal qui est la table filtrable. Donc on peut utiliser une div pour englober tout ça, ou on peut utiliser le système de fragments, qui permet d'englober plusieurs éléments, sans forcément avoir un élément HTML qui correspond. Donc là, je vais mettre un react.fragment. Voilà, parce qu'on ne peut pas utiliser le petit raccourci comme ça, ça ne marche pas dans le cas de Babel. Et là, à l'intérieur, je vais pouvoir utiliser mon système de recherche. Donc c'est search bar. Et pour l'instant, c'est un composant qui n'a pas besoin de propriétés. Donc là, on arrive maintenant à une petite partie problématique. Idéalement, quand je tape ici une recherche, j'aimerais bien que ça, en temps réel, ça me filtre mes produits. Donc ça veut dire que la partie product table, elle doit être au courant de ce qui a été tapé, du filtre qui est actuellement utilisé. De la même manière, il faut que ma search bar soit capable de faire remonter les changements. Du coup, on va s'imaginer que ce composant-là, il devra maintenir un état qui sera l'état actuel du filtre. Donc on va tout de suite créer le constructeur qui prendra en paramètre les propriétés et on appelle la méthode parente. Tout de suite, on va définir l'état. Et donc l'état, il est double. On a filterText qui permet de connaître l'état du texte. Et on va avoir inStockOnly qui permettra de savoir si, pour l'instant, on ne veut voir que les produits qui sont en stock ou non. Maintenant que j'ai cet état-là, je vais pouvoir le faire passer à search bar. Donc là, au niveau de search bar, je vais lui donner filterText. Et ça sera directement this.state.filterText. Et je vais lui donner aussi, alors peut-être aller à la ligne, pour pas avoir une ligne trop longue, inStockOnly. Donc je vais dupliquer cette ligne-là et utiliser inStockOnly. Ensuite, on va pouvoir changer la valeur. Donc qui est responsable de ce changement? C'est ce composant-là. Vu que c'est lui qui a l'état, c'est lui qui devra avoir les fonctions qui permettront de changer la partie filterText et la partie inStockOnly. Donc là, on va créer une première fonction qui va s'appeler handleFilterTextChange. Et ça sera une fonction qui prendra en paramètre le nouveau texte, qu'on l'appellera filterText, et qui changera la valeur de filterText pour la nouvelle valeur. Et là, on peut écrire les choses comme ça pour gagner un peu de temps.
on va avoir la même fonction, mais qui va permettre de changer le inStockOnly, comme ceci. Pour éviter tous les problèmes avec this, dès le début, dans mon constructeur, je vais lui dire que this.handleFilterTextChange est égal à this. Là, vous avez compris le principe, ça sera toujours la même chose pour éviter les problèmes. Et on fait ça à ce niveau-là aussi, pour la partie inStockOnly. Donc on va l'appeler handleInStockChange. Donc ces deux fonctions vont permettre à SearchBar de faire remonter les informations. Donc SearchBar, il va prendre deux nouvelles propriétés. Une première qui s'appellera onFilterTextChange, et nous on lui passera notre fonction ici. Alors là, c'est une convention dans React, lorsque vous avez des choses qui sont liées à des événements, vous allez toujours les préfixer par on. Et pour la partie stock, vous allez mettre onStockChange, et vous lui passerez cette fonction-là. Voilà, donc là, le composant parent va bien envoyer à SearchBar toutes les informations dont il a besoin. Et là, il va falloir travailler dans SearchBar pour faire remonter les informations et utiliser aussi les informations qui sont disponibles ici. Alors juste pour tester, on mettra juste ici foot, et au-dessus, à ce niveau-là, on fera un json.stringify de state, pour voir si, à ce niveau-là, les choses remontent bien. Donc maintenant, on peut replier ce composant-là et on va travailler dans notre search bar. Donc au niveau de ce search bar, je vais avoir besoin de récupérer le texte et l'état du produit depuis les propriétés. Donc on peut utiliser encore une fois la déstructuration. Donc nous, on va l'appeler filterText et on déstructurera aussi, alors comment on l'avait appelé? J'ai une mémoire de poisson rouge. inStockOnly. Voilà. Donc c'était à ce niveau-là. Et on récupérera ça depuis this.props. Maintenant, au niveau de mon input de type texte, je peux lui donner comme valeur le filtre qui a été demandé. Donc ça sera filterText. Au niveau de ma checkbox, je peux lui dire de cocher les choses. Donc on mettra checked et on lui dira que ça sera coché seulement si inStockOnly. Voilà. Donc si je réactualise, on voit bien que foot a été pré-rempli. On a des erreurs qui nous disent attention, tu as mis une valeur sans onChange, donc ça crée le problème que l'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire que ça bloque les choses. Si je mets le inStockOnly à true, ici, hop, je vais voir que c'est bien coché. Donc maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est faire remonter les informations grâce à nos deux événements qu'on lui a envoyés, onFilterTextChange et onStockChange. Donc on va créer au niveau de ce composant deux fonctions. Une première qui va permettre de gérer le changement au niveau du filtre et une seconde qui permettra de gérer le changement au niveau de la checkbox. Donc à ce niveau-là, hop, on est reparti. Donc je vais créer une fonction qui va s'appeler handleFilterTextChange et c'est une fonction qui prendra en paramètre cette fois-ci l'événement. Ce que cette fonction fera, c'est qu'elle fera simplement remonter les informations au composant parent au travers de l'événement onFilterTextChange. Donc ici, je pourrais faire un this.props.onFilterTextChange, donc c'est la propriété que j'ai reçue, et je lui envoie la valeur que j'ai récupérée dans mon champ. Pour éviter les problèmes avec this, dès le constructeur, hop, je vais faire un super de props et un this.handleFilterTextChange égale this.handleFilterTextChange.bindThis. Maintenant que j'ai cette fonction au niveau de ce composant-là, je vais pouvoir l'utiliser dans le onChange de cet input. Donc à la fin ici, je vais rajouter un onChange et je vais lui dire que la fonction qu'il doit appeler, c'est handleFilterTextChange. Si je sauvegarde et que je tape quelque chose, on voit bien que les informations remontent. Alors on va faire une petite pause pour récapituler ce qu'on a fait. Notre composant de recherche, il va avoir besoin de permettre à l'utilisateur de taper des choses, mais il va aussi devoir informer le composant parent qu'il y a eu des changements. Donc ce composant-là va recevoir deux choses, la valeur, et va recevoir aussi le callback à appeler lorsque un changement a été effectué. Au niveau du composant parent, on va pouvoir avoir un état, et on pourra lui donner un handler qui va permettre de gérer les changements d'état. Donc le fait de lui envoyer la valeur permet de faire descendre l'information dans un composant enfant, et le fait de lui passer un callback permet au composant enfant de faire remonter de l'information. Donc c'est toujours le même système que vous allez avoir.
Soit vous avez besoin de passer de l'information vers les composants enfants, et dans ce cas-là, vous allez simplement passer une propriété qui contiendra la valeur, et les enfants réagiront en fonction de cette valeur. Soit vous avez besoin que les composants enfants informent les composants parents d'un changement, et dans ce cas-là, vous allez devoir utiliser des callbacks et faire remonter l'information de cette manière-là. Donc là, on le voit, on fait remonter l'information avec 3 niveaux. L'input fait remonter l'information grâce au onChange, et le search bar fait remonter l'information grâce à son onFilterTextChange. Et vous avez comme ça une information qui remonte de composant en composant. Donc maintenant, il faut faire la même chose, mais pour cette petite case-là. Donc c'est le même principe. On va aller créer ici une nouvelle fonction qu'on va appeler handleInStockChange, qui prendra en paramètre l'événement, et ça fera un vis.props.onStockChange, et on récupérera l'état de la coche. Est-ce que c'est coché ou non? Ensuite, tout en haut, je fais le vis.bindVis, comme d'habitude, pour éviter les problèmes avec le contexte. Et maintenant, lorsque la checkbox change, je vais pouvoir lui dire, lorsque la checkbox change, il faut que tu appelles vis.handleInStockChange. Ça va appeler ensuite le onStockChange et faire remonter l'information jusqu'au composant parent. Donc je sauvegarde, j'essaie de cocher la case, et on voit bien que ça change. Donc là, on a fini avec notre petit système de recherche. Je vais peut-être changer légèrement les choses, lui préciser ici qu'on aura un mb-0 pour ne pas avoir de marge en bas, et par contre rajouter une classe ici, mb-2, pour mettre un petit peu d'espace en dessous de notre formulaire. Ou même on peut se dire que c'est peut-être un petit peu petit et rajouter un petit peu plus. Voilà. Donc là, on a notre système et ça remonte bien. Donc ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est passer les informations du filtre, l'état de notre filtre, à l'autre composant, celui qui affiche la liste de nos produits. Là, on a juste besoin de lui passer FilterText et InStockOnly. Donc au niveau de mon product table, je vais rajouter ces nouvelles propriétés. Donc la première s'appellera FilterText, et je lui passe FilterText. Et la seconde s'appelle InStockOnly, et on lui passera InStockOnly. Alors attention, ça c'est au niveau du state. Hop, donc pensez à mettre vis.state, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je sauvegarde, ça ne changera rien. Je vais peut-être enlever ici le json.stringify, ou à la limite on va le laisser pendant la phase de debug. Et maintenant au niveau de notre liste de produits, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est changer notre manière de faire la boucle. Donc là on envoyait systématiquement tous les produits, on va plutôt mettre une petite condition en lui disant finalement, si cette colonne ne correspond pas au filtre, on return et on ne va rien push. Donc au niveau de nos propriétés, on recevra InStockOnly et on recevra FilterText. Alors on va d'abord juste gérer la partie produit en stock seulement. Donc ici, on lui dira if InStockOnly est true, donc on sait que c'est un booléen, on n'a pas forcément besoin de faire égal true. Donc si on a effectivement la demande dans stock et que le produit.stocked est égal à false. Alors là, c'est toujours un booléen, donc on peut mettre et le produit n'est pas en stock. Dans ce cas-là, on return. Ça veut dire qu'on saute ce produit-là, il n'est pas en stock, il ne correspond pas à notre filtre, donc on ne peut pas l'afficher. Je vais réactualiser ma page, je clique ici sur n'afficher que les produits en stock, et on voit bien que nos deux produits disparaissent. Pour notre partie FilterText, ça va être un petit peu le même principe. On va lui dire if product.name.indexOf du texte qui a été demandé. Si ça c'est égal à -1, ça veut dire qu'on n'a pas du tout trouvé ce qui était demandé. Et dans ce cas-là, on return aussi. On saute ce produit-là. Donc après, vous pouvez combiner ces deux choses-là, en mettant des petites parenthèses, en lui disant ou cette condition-là. Faites attention à bien mettre des parenthèses, quoique là, ce n'est pas forcément nécessaire. Vu qu'on n'a qu'une seule condition, dans ce cas-là, je return. Donc si quelqu'un tape foot, on voit que ça n'affiche que les éléments qui ont un rapport avec le football. Si je tape i, ça me donne que les produits qui commencent ou qui contiennent un i, et donc ça me donne l'iPod Touch ou l'iPhone 5. Si je veux retirer la partie iPhone 5, je peux cocher cette case-là, et je n'ai que l'iPod Touch qui apparaît. Donc là, on a mis en place un système de filtre produit. Et là, vous le voyez, ça vous permet de créer quelque chose qui serait quand même assez compliqué à mettre en place
avec du JavaScript brut. Ça obligerait à faire pas mal de traitements, à savoir quelle ligne on doit supprimer. Là, encore une fois, on se concentre sur les états et automatiquement, les informations et l'interface utilisateur est adaptée en fonction de notre état. Je vais juste retirer la partie json.stringify vu qu'elle ne sert plus à rien. Donc là, c'était à ce niveau-là. Et on aura fini avec cet exemple-là. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de vous montrer comment va s'opérer la communication. Avec React, c'est très important. On va essayer de décomposer notre structure en différents composants pour pouvoir travailler plus simplement. On pourrait, ce serait pas forcément très efficace, mais créer un seul composant qui contiendrait toute la logique. Le problème, c'est que ça deviendrait très compliqué et si on a des petits changements à faire, ça devient assez problématique. Donc on va essayer, lorsque l'on a une nouvelle problématique avec React, de décomposer les choses en composants et ensuite on va réfléchir où est-ce que l'on place l'état et comment les choses communiquent les unes avec les autres. Donc c'est toujours le comportement qu'il faudra avoir. D'abord, on réfléchit quels composants on va créer et quels sont les éléments qui composent notre interface. Une fois qu'on a résolu cette problématique-là, on va se poser une seconde question, où est-ce que réside l'état ? Est-ce que certains composants vont être responsables de leur propre état ou non ? Nous, dans notre cas, c'est le composant principal qui est responsable de l'état. Les autres composants, finalement, ne sont pas responsables de quoi que ce soit, ils prennent en paramètre des propriétés et agissent en fonction. Mais le cerveau de l'opération, c'est ce composant filterable product table qui va se charger de connaître le filtre qui a été demandé et qui va le transmettre aux autres composants. Et c'est lui qui permet de faire communiquer notre search bar et notre product table. Donc c'est une des solutions, il en existe d'autres effectivement, mais voilà, ça vous permet de voir comment se passe cette communication. Et je le répète encore une fois, vous pouvez faire descendre de l'information grâce aux propriétés et faire remonter de l'information grâce aux propriétés en utilisant des handlers et des callbacks. Donc c'est comme ça que l'on va travailler avec React. Donc maintenant que vous avez bien compris les différents principes de base, ce que je vous propose, c'est d'explorer un petit peu plus en profondeur certaines spécificités et certaines fonctionnalités avancées de React. Parce que là, même si on n'a pas vu grand-chose, vous voyez que c'est déjà puissant, mais il y a quelques petites particularités qui nécessitent d'aller un petit peu plus en profondeur sur le fonctionnement du framework. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.